Bien, écoutez, donc, on m'a demandé de vous parler des insurrections en Algérie dans la période qui commence avec en 1830 et qui se termine en 1916 pour, en quelque sorte, remettre un peu tout ce qui va se passer après, notamment le mai 45 dont on va vous parler, dans une perspective historique. Alors, avant 1830, très rapidement, donc l'Algérie est toujours sous une organisation tribale, hein, si vous voulez le savoir. Il n'y a pas d'éléments, disons, nationalistes ou national en Algérie, et cela va durer au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, il y a eu un certain nombre d'insurrections, c'était quand même quelque chose d'habituel, mais c'est des insurrections de type tribal, de type régional. Hein, je vous en cite quelques-unes là, juste pour information. La plus importante, c'est celle de 1823, 7 ans avant l'arrivée de la France en Algérie, où la révolte des Beni Abbès a soulevé pratiquement tout ce qu'on a appelé la Kabylie. Mais les révoltes durant la période française, eh bien, elles sont nombreuses. J'en ai cité jusqu'en mai 45, 13. 13. Alors évidemment, je ne vais pas en 15 ou 20 minutes vous parler de ces 13 insurrections, d'autant plus que celle de mai 45 va vous être traitée après moi. Mais je vais vous parler de 4 d'entre elles, parce qu'elles ont un petit retentissement plus particulier. Donc, je commence donc ces insurrections entre 1830 et 1882. Eh bien, elles se déroulent un petit peu partout. D'une part, donc, on va parler bien sûr de celle de Mokrani qui se situe essentiellement, mais vous verrez un peu plus que ça, dans la région de Kabylie, la petite Kabylie, et qui va jusqu'au Constantinois. On va vous parler également de la révolte des Zaatcha, je vous dirai pourquoi ensuite. Il y en a une autre qui a été, mais dont je ne parlerai pas parce qu'elle déborde un petit peu du cadre. Alors, Zaatcha, c'est un oasis qui se situe à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Biskra, donc dans le sud constantinois. C'est une petite place forte, locale. Vous voyez, donc, elle fait 500 mètres, c'est un carré qui fait 500 mètres de côté. C'est pas très important. Cette révolte des Zaatcha, eh bien, elle se déroule donc dans la région de Biskra et sous la conduite d'un Mahdi, c'est-à-dire d'un prophète, quelqu'un qui se dit descendant de Mahomet, qui s'appelle Bouziane. Bouziane, donc, qui fait partie, qui dirige une Ramania, c'est-à-dire une confrérie soufie, qui prêche la révolte dès mai 1949. Et il prend pour prétexte l'augmentation exorbitante de la taxe sur les palmiers qui est multipliée par 10. Mais également, donc, il déclare aussi la guerre sainte, le djihad. Zaatcha va être attaqué, il se replie sur Zaatcha, et une colonne de l'armée française, commandée par le colonel de Corbuccia, eh bien, va attaquer l'Oasis le 16 juillet, mais cette attaque est repoussée. Et donc, l'armée française va envoyer des renforts qui vont être commandés, j'ai cité les noms, vous verrez pourquoi, par le général Émile Herbillon et par le colonel François Canrobert, qui amène 7000 hommes sur place. Alors pourquoi Herbillon, pourquoi Canrobert? Parce que ensuite, dans la même région, à quelques dizaines de kilomètres, bien 2 villages de colonisation vont être appelés Herbillon et Canrobert. C'est peut-être une erreur psychologique que je voulais soumettre à votre réflexion. Et ces troupes donc, vont attaquer, vont assiéger pendant presque 1 mois et demi, presque 2 mois, cet oasis où vivent 400 personnes habituellement et où sont réfugiés Bouziane et ses 300 hommes. Donc, eh bien, l'assaut final va être donné le 26 novembre. Les luttes corps à corps vont durer 48 heures. Il y aura 600 morts du côté des insurgés. Les maisons vont être incendiées. L'oasis lui-même va être complètement détruit. Les Français vont perdre pendant cette période 1500 hommes, dont 30 officiers et surtout 600 morts qui sont morts non pas des combats, mais du choléra. Et alors, pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que Bouziane, son fils, et un marabout qui s'appelle Moussa Ben Hassan, eh bien, vont être fusillés, vont être décapités, leurs têtes vont être promenées au bout des baïonnettes et leurs crânes vont être envoyés à l'Institut médico-légal d'Alger avant de se retrouver eh bien, au Musée de l'Homme à Paris, où ils sont toujours. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est une question d'actualité. Il y a quelques mois,
un journaliste, écrivain algérien qui réside en France, qui s'appelle Brahim Senoussi, eh bien, a demandé, par l'intermédiaire d'une pétition que certains historiens ont signée, ont demandé que les crânes de ces insurgés retournent en Algérie. Alors, il y a un timbre en Algérie là, que j'ai ramené il n'y a pas longtemps parce que j'en reviens, hein, donc que j'ai ramené parce que en France c'est difficile à trouver, donc je vous l'ai mis là. Et il y a même toute une iconographie qui existe encore, qui a été faite par l'armée française à l'époque. Donc il n'y a pas de photo encore. On est en 1849, donc, mais il y a alors ça résume peut-être assez bien. Voilà, mais maintenant je voudrais vous parler peut-être du soulèvement, je vais assez vite parce que le temps nous est compté. Non, ça va. Le soulèvement de 1871 du Bachagam en Ukraine. Alors, je ne vais pas m'attarder bien sûr sur les combats eux-mêmes, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vais m'attarder sur les causes et sur les conséquences. Les causes, eh bien, la première, c'est que il faut savoir qu'après le désastre, la défaite de Sedan en septembre 1870, le Second Empire cède la place à la République. Et cette transition est mal comprise par les Français musulmans, par les indigènes algériens, hein, parce qu'ils ont l'habitude de sociétés hiérarchisées et le problème d'égalité, ils ne connaissent pas. Leur organisation sociale est une organisation de nobles et de religieux, un peu une tripartition, un petit peu sur le modèle habituel. Voilà, donc il faut savoir aussi, deuxième chose, que les forces armées en Algérie françaises sont affaiblies. Il n'y a plus que 40 000 hommes pour un pays qui est très vaste, vous le savez. Et donc la défaite de Sedan est également un signal négatif qui dit, finalement, la France peut être vaincue. Troisième chose, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que l'administration militaire est remplacée par une administration civile. Les bureaux arabes qui étaient dirigés par des militaires, eh bien, vont disparaître. Et ce qui est important, c'est que ces bureaux arabes avaient quand même, ces militaires avaient la confiance de la population indigène. Je dis indigène parce que je ne sais pas quel mot employer, il n'y avait pas encore d'Algériens, etc., où tout le monde était algérien. Donc les bureaux arabes sont remplacés par l'administration civile et ils avaient pour réputation de protéger en quelque sorte les indigènes de la... le terme est peut-être un peu fort, mais c'est celui qui me vient maintenant à l'esprit, de la rapacité des colons, hein, qui voulaient s'accaparer le maximum de terres, etc. Et puis, il y a la création de communes mixtes, notamment de la commune mixte de Borj-Boire-Ridge, qui est mal acceptée par Mokrani. Mokrani était un Bachaga, mais il faut savoir que son père était un émir. Et donc, il avait mal accepté cette rétrogradation, on va dire, d'une part. D'autre part, pendant les bureaux arabes, eh bien, il était en relation directe avec un colonel. Il était en quelque sorte l'égal du colonel dans l'administration de sa région, de la région dont il était le chef tribal. Et à partir du moment où c'est la commune mixte qui est intervenue, il n'était plus qu'un simple conseiller municipal et il n'avait pour interlocuteur qu'un capitaine. Là aussi, c'est une erreur psychologique importante que je tenais à signaler. D'autre part, il y a eu dans cette région, dans toute la Kabylie, en 1868, 1869, des problèmes très importants qui ont abouti, agricoles, avec sécheresse, avec les sauterelles qui étaient venues détruire les récoltes. Bref, une famine importante était établie et Mokrani s'était endetté, avait pris un emprunt, hein, qu'il fallait qu'il rembourse, mais il avait obtenu du général de MacMahon, hein, que l'armée, la France, l'aiderait à rembourser cet emprunt. Or, MacMahon n'est plus là, l'armée n'est plus en état de discuter, et la République ne s'intéresse absolument plus à ce problème, et donc Mokrani a des problèmes financiers, hein, qui, ajoutés à tout ce que je viens de vous dire, vont un peu l'inquiéter. Et puis, il y a les décrets Crémieux. Les décrets Crémieux,
qui sont survenus en novembre, qui ont été mis en place en novembre 70, puis l'application dès début 71, a inquiété d'une part tous les nobles algériens, et notamment Mokrani. Et Mokrani a dit ceci, je cite de mémoire, hein, parce que je ne me souviens plus exactement, mais enfin, je préfère avoir la tête tranchée par un sabre plutôt que d'être commandé, dirigé par un juif. Hein. Et donc là aussi, la deuxième chose, c'est de dire pourquoi eux et pourquoi pas nous, hein, cette naturalisation, enfin cette entrée dans la naturalisation, dans la citoyenneté française entière. Hein. Donc il y a eu une réaction de rejet également. Et puis, il y avait un problème religieux, comme à chaque fois, je vous en reparlerai rapidement, mais je le dirai dans les conclusions, que l'imam Moadoun Ali Belkadi, eh bien, un prédicateur, a dès mai 1871 appelé au djihad. Alors, il faut savoir que dès la fin de l'année 1870, cette révolte se prépare, à tel point qu'à la fin de cette révolte, eh bien, l'armée française va récupérer 80 000 fusils relativement récents qui étaient venus depuis la Tunisie. La Tunisie qui n'était pas encore sous gestion française, hein, et qui était donc sous gestion ottomane ou para-ottomane. Et en janvier, le 20 janvier 71, les spahis de la région de Soukaras, de Tébessa, vont se révolter, une mutinerie va établir. Alors les spahis, c'était un petit peu à l'époque ce qu'on peut comparer aujourd'hui à des harkis, c'est-à-dire que c'était des troupes locales qui étaient chargées de défendre localement les régions et ou d'intervenir dans les insurrections, mais ils étaient regroupés en smalas, c'est-à-dire en village, on va dire, en localité, où ils continuaient à cultiver leur terre, etc., avec leur famille, et il leur était promis qu'ils ne seraient pas envoyés en métropole. Or, l'armée a fait une erreur, c'est qu'elle leur a dit, ben, vous allez partir en métropole. Or, certains ont dit que finalement l'armée, qui n'était pas républicaine à l'époque, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, mais elle était plutôt monarchiste, eh bien, avait probablement volontairement entraîné ce soulèvement pour essayer de lutter contre la République. Hein, c'est ce qui a été dit. Je n'ai pas trop travaillé là-dessus, donc je ne veux pas l'affirmer. Et puis, ceci, bon, c'est rapidement calmé, mais un mois plus tard, c'est une tribu de la région constantinoise, on va dire, les Oued Alidoud, qui investissent, ce sont aussi des Berbères, investissent Al-Milia, et il faudra attendre 2 semaines, pratiquement, pour que Al-Milia soit libérée. Et cette fois-ci, donc le 15 mars, hein, un mois plus tard encore, là, c'est la révolte des Djouads. Les Djouads, ce sont la noblesse d'épée. C'est important. Mokrani déclare la guerre à la France. C'est lui qui la déclare. Depuis qu'il a succédé à son père, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas cessé d'avoir des humiliations. 2 mois plus tard, ce sont les religieux, les Juan, hein, qui vont se joindre aux Djouad. Et le Shir el-Haddad, à ce moment-là, proclame le djihad. Alors là, évidemment, donc, un certain nombre de villes et de villages sont investis, des morts sont établis, notamment, enfin, on raconte un petit peu l'histoire de Palestro, où il y a eu quand même toute la population européenne de Palestro a été tuée. Hein, bon, ça a permis de rapprocher Raphaël Branche a rapproché cette histoire de l'embuscade de Palestro qui est survenue donc en 1856. Bref, voilà. Donc, l'étendue du soulèvement de 1871, c'est toutes les zones qui sont en bleu, hein, là-dessus. Hein, vous voyez donc que c'était quand même relativement important. On a pu dire qu'il y avait à peu près 20 000 ou 25 000 hommes qui se sont révoltés, qui correspondaient à peu près à plusieurs centaines de milliers de personnes. Les combats, bon, je ne vais pas insister, mais les combats ne se termineront qu'en mars 72, donc vous voyez, plus d'1 an ça a duré, hein, et il y a eu une répression importante. Alors là, avec une peine multiple, hein, on parle de double peine en ce moment, mais là c'était une peine quadruple, je dirais.
C'est-à-dire donc que les insurgés non seulement ont été arrêtés, emprisonnés, mais également on leur a fait payer des dommages de guerre, des amendes en quelque sorte, 582 000 euros de dommages de guerre. Alors j'ai essayé de faire la conversion pour qu'on comprenne. En euros actuellement, si je prends les références qu'on trouve sur le financier, eh bien ça correspond à plus d'1 200 000 euros de 2016. Il y a eu 46 000 hectares qui ont été séquestrés, c'est-à-dire pris par l'administration française, dont seulement 50 000, contrairement à une légende qui court un petit peu, 50 000 ont été donnés aux Alsaciens lorrains. Hein, parce qu'on a dit que c'était tous les Alsaciens lorrains. Non, c'est 10%, un peu plus. Et la valeur actuelle de ces hectares, eh bien, c'est toujours avec la conversion, c'est 30 millions d'euros. Vous voyez donc que ce n'était pas quelque chose de bien important. Certains ont été condamnés à mort, notamment Boumezrag, qui a été le successeur de Mokrani, c'est lui qui a terminé la révolte. Et il a été condamné à mort, mais sa peine de mort a été commuée en déportation. Il a été déporté en Nouvelle-Calédonie avec plusieurs centaines de ces 200 déportés à peu près, 213. Et il sera gracié parce qu'il va participer à la répression de l'insurrection kanak de 1878. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu une insurrection en 1852 en Kabylie, qui était celle de Boubagla. Boubagla a fait une erreur psychologique, c'est qu'il n'était pas kabyle. Et donc Mokrani a combattu contre lui et l'a livré à l'armée française. Hein, donc il faut savoir, donc c'est un petit peu particulier, mais enfin bon, peu importe, c'est un détail que je ne sais pas pourquoi j'en parle. C'était la même chose à la frontière algérienne, marocaine, avec les Ouled Sédichières. Tout à fait, tout à fait. Ils étaient partagés entre une allégeance algérienne et une allégeance marocaine, et en fait ils se sont battus entre eux pendant ces périodes insurrectionnelles. En fait, les tribus étaient très divisées. Tout à fait. Très fortement divisées. Alors, au total, donc, il y a eu 2686 morts du côté français, 50% au combat, 50% de maladies ou d'accidents, et il y a eu 100 civils européens tués et plus de 3000 insurgés morts. L'amnistie sur tous ces faits a été décrétée en 1895. Il faut savoir qu'un certain nombre de personnes, 500 dit-on, des Ouled Mokran, c'est-à-dire une tribu qui était proche de la Tunisie, a essayé de se réfugier en Syrie. Elle a été refusée en Syrie et donc finalement elle s'est réfugiée en Tunisie. Et on l'a retrouvée, cette tribu, dans l'armée de libération nationale qui était en Tunisie pendant la guerre d'Algérie, en 1956-57. Donc, et ces gens sont revenus pour une bonne part après l'indépendance en Algérie. Donc, c'était une mémoire qui est restée. Voilà, donc des images de l'époque, de l'attaque de Borj-Bouhairidj, les décrets qui ont été publiés sur les séquestres. Hein, bon, c'est simplement... vous voyez d'une part donc, le premier... C'est celui qui a déclenché tout, c'est Mohamed El Hadj Mokrani. Quand il a été tué, eh bien, c'est son frère Boumerzag qui a pris la succession. Et le Shir el-Haddad, c'était celui qui a prêché le djihad à ce moment-là. Deux mots sur Marguerite. Pourquoi Marguerite? Eh bien, parce que, d'une part, j'ai eu accès par accident, je dirais, à beaucoup d'archives sur cette fait, et notamment sur le procès que les insurgés ont eu et qui s'est déroulé 2 ans plus tard à Montpellier. Marguerite, c'est à 80 km au sud-ouest d'Alger, hein, cette carte le montre. Maintenant, ça s'appelle Ain Torki. Alors ici, il y a eu également une ambiance un petit peu difficile que je résume. Il y a eu récemment, un peu avant 1901, des expropriations au profit d'Européens et 6500 hectares ont été enlevés. Et donc, c'est quelque chose qui était mal passé. Il faut savoir, enfin, je veux pas, ces problèmes de propriété qui sont passés, qui ont été séquestrés en quelque sorte,
c'est un peu une méconnaissance du droit algérien à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'il y avait d'une part des propriétés collectives, donc il n'y avait pas de propriétaire, il n'y avait rien, pas d'acte écrit, donc les bureaux militaires n'étaient pas tout à fait au courant, les bureaux arabes n'étaient pas au courant de cela au départ, d'une part, et d'autre part, il y avait des problèmes, disons, liés au climat, non seulement l'assolement, tous les 3 ans, les terres étaient mises au repos, et donc les Français pensaient que puisqu'on ne faisait rien, c'est que ça appartenait à personne, et donc souvent ça a été une des raisons pour lesquelles ces terres ont été prises. Bon, il faut savoir donc que 3200 habitants indigènes se partagent 4000 hectares, melk, c'est-à-dire ce sont des propriétés collectives. Donc, quand on sait que cette région n'était pas très riche sur le plan, en indivision. Voilà. Et donc, des incidents éclatent pour des raisons ou pour d'autres, et bientôt, Yacoub bin Bel al-Hajj va prendre la direction de ces incidents. C'est un jeune musulman très religieux, etc. Il va déclarer le djihad. Le 27 avril, 5 Européens sont tués et Yacoub va être arrêté avec une centaine de complices. Ils vont être transférés à la prison de Blida. Certains vont mourir pendant cette période-là, surtout les plus âgés, les malades. Et erreur aussi fondamentale, c'est que Paul Révoil, qui était gouverneur général de l'Algérie à l'époque, ordonne le séquestre de biens de ceux qui avaient des biens, des 87 indigènes impliqués dans les événements de Marguerite. Et ceci avant tout jugement. Là aussi, il faut souligner que les choses ne sont pas passées tout à fait comme ça aurait dû se passer. Et en mars 2003, je résume, verdict judiciaire à Montpellier, 21 condamnations, 81 acquittements. Et il y a un ouvrage récent de Christian Féline qui parle bien de tout cela. Christian Féline il a un petit peu un abord un peu particulier parce que son grand-père a été impliqué en tant que magistrat dans l'instruction essentiellement. Et donc il voulait savoir si son grand-père avait eu une responsabilité importante. Voilà. Alors, on en a parlé un petit peu, et là j'ai retrouvé d'une part dans le petit journal une relation des troubles de Marguerite, d'une part, et d'autre part, donc, illustration sur la première page du supplément de cette institutrice, mademoiselle Goublet, qui aurait, en mettant son corps en opposition, empêché les insurgés d'aller massacrer les enfants. Je crois que c'est surtout une légende, parce que s'ils avaient voulu massacrer, c'est pas l'institutrice qui aurait pu les en empêcher. Mais ce village était bien nommé d'après le colonel Marguerite. Tout à fait. Qui a été la charge de Reichshoffen. Voilà. Alors, et qui était un militaire français qui était devenu chef d'un bureau arabe. Marguerite, c'est un bureau arabe. Oui, avec 2 T, Marguerite. Donc, avec 2 T. Alors, je voudrais terminer en parlant de la rébellion des Aurès. Parce que là aussi, ça a été quelque chose de relativement important. C'est venu en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et qui a été, en quelque sorte, attisé. La rébellion a été attisée par les confréries soufis. Les Aurès, c'est aussi un lieu où ce sont des tribus berbères. Voilà, donc il y a une douzaine de tribus qui se sont soulevées. Alors, plusieurs raisons. D'une part, il y avait des séquestres de terres qui, au début du XXe siècle, ont été prélevés pour les attribuer à des Européens, notamment dans les communes de Corneille, qui s'appellent maintenant Mérouana, de Pasteur, de Macmahon. Et puis, il y a eu les problèmes de conscription obligatoire. Jusqu'au début du XXe siècle, la conscription des musulmans n'était pas obligatoire. Je résume là aussi, mais donc à partir de 1912, avec les menaces de guerre, etc., donc la conscription des musulmans est devenue obligatoire, mais bon, elle ne concernait pas tous les musulmans. C'était un tirage au sort de 10% à peu près des gens susceptibles d'être incorporés, et ils pouvaient échanger, souvent financièrement d'ailleurs,
leur conscription pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais enfin, donc en 1912, par contre en 1916, hein, la France a de gros problèmes avec les batailles qui se déroulent notamment dans l'est de la France, a besoin d'hommes, et là la conscription va être obligatoire et les jeunes de 17 ans sont enrôlés. Et ça, alors qu'il y a eu déjà des morts dans le coin, les gens du coin l'acceptent très mal. Et le 11 novembre 1916, hein, 11 novembre, l'autre 11 novembre, comme il est dit quelquefois, eh bien, il y a une déclaration des confréries soufis de djihad aux impies. Hein, ça se déroule à Barika, ça se déroule à Brenel, etc., hein, qui s'appelle maintenant Belezma ou à Intouta. Les gens se révoltent, le téléphone, les câbles électriques, les bâtiments administratifs, les Européens sont attaqués. Le sous-préfet de Batna est tué. Le borge administratif de McMahon est complètement incendié et détruit. Barika est encerclé et pendant une dizaine de jours, Barika est isolé du reste de l'Algérie. 10 soldats sont tués. Et cette révolte se poursuit. Elle sera terminée 6 mois plus tard, en mai 1917, après que 14 000 hommes aient été envoyés et commandé sous le commandement du général Monnier. Donc il est certain que là, à ce moment-là, il a fallu intervenir brutalement. Alors, résultat des courses, 2900 arrestations, 805 condamnations, et là aussi, hein, des peines de prison, des peines d'amende, des armes ont été saisies, des animaux ont été pris, hein, mais il n'y a pas eu de séquestre de terrain. Alors, vous voyez donc que les zones de soulèvement sont toutes en gris. Hein, c'est une petite partie. On voit ici Batna, qui est au sud de Constantine, donc sud-est. Et donc, toutes ces zones qui correspondent à peu près aux zones des tribus, donc des 12 tribus dont je vous ai parlé, qui sont soulevées. Donc, c'est des territoires relativement importants. Alors, j'ai repris ce petit tableau pour montrer que bien, donc, les recrues de la région de l'arrondissement de Batna, hein, il y en avait 103 en 2014 et il y en a en 2017 1366. Hein. Bon, recrues, alors là, je n'ai pas les chiffres respectifs des Européens mais des musulmans qui ont pu être recrutés, mais il faut savoir que c'était des zones où les Européens n'étaient pas très nombreux. Hein. Donc, je pense que 90% de ces recrues sont d'origine indigène. Il y a eu bien sûr des engagés volontaires et il y a eu également des tirailleurs coloniaux, mais les coloniaux pouvaient être des tirailleurs sénégalais, des tirailleurs algériens, etc. Donc les chiffres, je ne les ai pas retrouvés. Alors, conclusion de tout cela, d'une part, donc, les insurrections et rébellions ont été fréquentes avant 1830, c'est existé. Elles n'ont pas disparu après 1962, hein, notamment la Kabylie s'est révoltée, le sud-ouest algérien a eu une période de révolte dans les années 80, etc. Donc, c'est quand même une certaine culture, on va dire, hein, de la révolte qui est connue. Ces révoltes sont souvent le fait des zones berbérophones, beaucoup plus souvent que celles des autres. Encore que, bon, je dis bien berbérophones, non pas berbères. Des études génétiques récentes, hein, qui depuis 2 ou 3 ans sont parues, une d'ethnologue algérien, l'autre de pharmacologue français de Lyon, ont abouti aux mêmes conclusions. Le patrimoine génétique des Algériens est à 86% berbère. Oui, bien sûr. Hein, à 10%, 10% des Algériens ont quelques gènes d'origine arabe et 4% des gènes d'origine soit ottomane, soit africaine. Donc l'Algérie, le peuple algérien était un peuple essentiellement berbère, mais une partie a gardé les langues berbères et l'autre partie maintenant parle arabe. Et la plupart de ces révoltes, eh bien, après 1830, eh bien, sont en quelque sorte plus ou moins instrumentalisées par le fait religieux. Hein, et ça, c'est important. D'ailleurs, il y a un livre récent qui est paru en Algérie, que j'ai pu récupérer parce que je connais bien l'auteur de ce livre, hein, qui s'appelle Shamteddin Tchétour, qui a écrit un livre sur l'histoire religieuse de l'Algérie. Et il dit en gros, enfin, c'est 380 pages, hein, donc je ne vais pas vous résumer ça en 1 minute, mais il dit en gros, l'islam est le seul
ciment fédérateur des peuples algériens. Et donc, c'est important. Actuellement, bon, maintenant, la nation algérienne existe depuis une cinquantaine d'années, mais jusqu'en 1962, là, il n'y avait pas de sentiment vraiment nationaliste. Il a commencé à apparaître un peu après la Première Guerre mondiale avec la création de l'étoile nord-africaine, mais ensuite, le premier effet, disons, d'origine où l'élément nationaliste apparaît, c'est 1945. En mai 1945, la révolte dite de Sétif, parce qu'en fait, ce n'est qu'une expression. Alors, ensuite, dans toutes ces révoltes, eh bien, on s'aperçoit que la répression de l'armée française, comment dirais-je, j'ai dit qu'elle était rude, elle est souvent démesurée. La répression judiciaire aussi est très importante, très sévère. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la quadruple peine, l'emprisonnement, les déportations, les amendes, les séquestres. Et elle est aggravée par les humiliations dont je vous ai dit quelques mots. Et enfin, donc la revendication nationaliste n'apparaît qu'en 1945, vraiment nationaliste, la première fois qu'une révolte se déclare nationaliste. Alors, je vous ai donné quelques éléments sur la bibliographie, parce qu'évidemment, vous allez avoir peut-être envie d'aller plus loin. Voilà, bon, je suis prêt, bon, je ne vais pas vous si vous avez besoin, je vous la donnerai ensuite. Je vous remercie et à bientôt.